Bonjour tout le monde et bienvenue à la seconde édition du Forum Horizon. Merci à tous d'être venus et nous espérons que le Forum Horizon vous plaira. Donc vous pourrez faire des tables rondes, découvrir des entreprises et aussi participer à la fresque du climat. Donc le Forum Horizon, c'est un forum interécole pour la transition écologique et solidaire qui a été co-organisé par des étudiants de l'École centrale de Nantes, de l'IMT Atlantique et de Polytech Nantes, et je les remercie pour leur investissement pendant toute la préparation de l'événement. Nous remercions également l'École centrale de Nantes pour son soutien financier qui permet de faire voir le jour au forum cette année. Et nous remercions également PlaySmith qui rend possible l'organisation du forum en distanciel. Donc tout de suite, nous allons laisser la parole au parrain de cette édition, Jean Jouzel, donc un climatologue français, médaille d'or du CNRS, membre de l'Académie des sciences et ancien vice-président du GIEC. Merci à tous les deux, merci à tous ceux qui permettent effectivement que ces échanges aient lieu. Moi, je voulais simplement merci également de m'avoir invité à parrainer cet événement, c'est un honneur. Donc, je voulais simplement, d'abord, par rapport à vous dire combien je suis en phase par rapport aux objectifs que vous affichez. Je prends simplement, disons, cette idée d'enjeux climatiques et socio-économiques. Pour moi, c'est ce qui est au cœur disons, de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, je dirais quelques mots. On ne peut pas dissocier ce changement climatique, alors d'abord des autres problèmes environnementaux, bien sûr, de la perte de biodiversité, des problèmes d'environnement, des problèmes de santé, des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes de sécurité alimentaire. On ne peut pas les dissocier, mais on ne peut pas non plus les dissocier à travers cela des problèmes à la fois économiques et sociaux, mais aussi je pense aussi culturels d'ailleurs largement. Disons, moi-même, je suis attaché, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, je me suis beaucoup attaché à ces aspects et parmi les, disons, par exemple, à travers en étant co-auteur d'un avis sur ce qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le réchauffement climatique n'exacerbe pas n'accroisse pas les inégalités. C'est un véritable problème parce que de façon tout à fait naturelle, eh bien, si on ne fait rien, si on n'y porte pas attention, c'est le premier risque du réchauffement climatique, accroissement des inégalités, bien sûr, entre pays pauvres et pays riches, mais aussi au sein de pays comme le nôtre. C'est clair que nous ne sommes pas tous égaux par rapport aux conséquences du réchauffement climatique ou aux mesures qui seront prises. Des conséquences, par exemple, généralement, malheureusement, les bas revenus sont plus fragiles, y compris en France, par rapport au réchauffement climatique et aussi par rapport à des mesures qui peuvent être prises ou proposées pour lutter contre ce réchauffement. Si on prend par exemple, euh, disons, le cas de l'augmentation de la taxe carbone il y a 2 ans, eh bien, bien sûr, de façon absolue, cette augmentation de la taxe carbone aurait affecté les plus hauts revenus en France, puisque c'est une question de consommation, tout simplement. Mais de façon relative, les bas revenus, le dernier décile, auraient été affectés 3 fois plus de façon relative par rapport à leurs revenus, évidemment, que les hauts revenus. Donc on voit bien c'est cette inégalité que beaucoup ont perçue et qui est quand même un des éléments à l'origine des gilets jaunes. Donc ce problème, ce lien entre changement climatique et généralement transition écologique, bien sûr, ces aspects sociétaux sont essentiels. Alors un autre point que j'aime relever dans vos motivations, ou dans ce qui, disons, est à l'origine de en tout cas, ce qui habite ce forum, eh bien, c'est votre démarche de jeune. Alors, disons, je prends en référence ici au réveil écologique, bien sûr, cette démarche qui nous dit vraiment qu'il faut absolument, disons, vraiment mettre cette transition écologique au cœur, vraiment au cœur de notre transition. Et je me suis beaucoup impliqué également à ce niveau parce que, disons, je pense que c'est très important de mettre les enseignements autour de la transition écologique au sens large, hein, au cœur des enseignements. J'ai été invité il y a maintenant 1 an par la ministre
de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation a, disons, présidé un groupe de travail qui est intitulé Enseigner la transition écologique dans le supérieur. Et donc, nous avons fait une première série de recommandations qui, malheureusement, ne sont pas encore publiées. Bon, simplement quelques mots sur la lettre de mission, d'une certaine façon. Ce que nous demande la ministre, c'est que nous nous prononcions, ce groupe de travail, sur la pertinence et la définition d'un socle commun de connaissance des enjeux de la transition écologique, ainsi que sur son applicabilité au cursus et programmes de l'enseignement supérieur, que nous intéressions à la généralisation, à la valorisation dans les cursus et en termes d'employabilité de ce socle de connaissances, et puis la mise en lumière de l'engagement des étudiants et des établissements, voilà, dans cette transition. Donc ça, c'était la lettre de mission. Disons, nous avons résumé notre objectif de façon assez simple, comme étant, disons, vraiment l'objectif que nous proposons est à la fois simple et très ambitieux. C'est en fait le souhait aussi de la ministre, faire en sorte qu'à brève échéance, que 100% des apprenants, enfin des étudiants d'enseignement supérieur, quelle que soit la filière bien entendu, soient formés à la transition écologique, et cela tout au long de leur parcours. Donc il s'agit donc de transformer en profondeur le système d'enseignement supérieur par l'adaptation des enseignements existants et, le cas échéant, la création d'enseignements nouveaux, d'aménager en conséquence les parcours universitaires en formation initiale ainsi que l'offre de formation continue. Voilà un peu donc, je crois que ces deux dimensions, en tout cas cette dimension, je dirais sociétale, cette dimension s'est tournée vers les entreprises, et cette dimension aussi tournée vers l'enseignement supérieur. J'y suis, disons, naturellement sensible de par mes activités, en dehors de celles de chercheurs qui restent quand même, je crois, le fil rouge de mon implication au niveau de cette transition. Alors, quelques mots quand même, disons, par rapport à cette transition écologique, cette transition climatique, mais plus cette transition écologique. En tout cas, c'est tellement clair pour la partie climat. Votre génération, vous êtes doublement concernés. C'est ça qu'il est, je crois qu'il faut bien mettre en valeur, mais que vous savez. C'est-à-dire, vous êtes concernés par l'inaction. Je ne pense pas qu'on puisse s'adapter facilement à des réchauffements climatiques de 3 ou 4 degrés. C'est un euphémisme. Il y a des régions plus vulnérables que d'autres où cela sera carrément impossible. Mais aussi, donc, si on ne fait rien, c'est ce vers quoi nous irions. Disons, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, des réchauffements de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, et beaucoup d'entre vous, vous serez là, bien sûr, même, je l'espère, au début du prochain siècle. Donc, ces conséquences, je dirais, si on ne fait rien, eh bien, c'est vous qui ferez face au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, pour le moment, il est perceptible, mais il n'est pas encore vraiment dangereux, sauf assez ponctuellement sur des aspects assez vulnérables des pays, des régions, des secteurs d'activité. Bien entendu, le réchauffement climatique est déjà là, il a déjà des conséquences. Mais le réchauffement climatique, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment un climat complètement différent si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, je n'en parlerai pas trop, hein, donc parce que, de façon très claire, ne rien faire n'est pas la solution, hein, n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors, on va parler plutôt de l'action, et dans l'action, vous êtes aussi concernés, hein, tout autant concernés parce qu'il y a urgence. L'action, c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle? Je vais plutôt me focaliser sur le climat, en redisant que le réchauffement climatique exacerbe tous les autres problèmes environnementaux. Je donnerai simplement l'exemple de la biodiversité, de la perte de biodiversité. Eh bien, le réchauffement climatique est déjà la 3e cause de perte de biodiversité, et là aussi, dans un climat, je dirais, non maîtrisé, eh bien, ce changement climatique pourrait devenir la première cause de perte de biodiversité, tout simplement parce que, eh bien, de nombreuses espèces, faune ou flore, auraient alors une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc,
une quasi-impossibilité de s'adapter, sauf si, effectivement, il y avait une aide qui était apportée à certaines espèces. Ça sera peut-être indispensable d'ailleurs. Donc, cette exacerbation est bien là, mais je le redis, ce qu'il faut faire, c'est effectivement l'action. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'action? Eh bien, on en parle depuis 30 ans. Disons que le premier rapport du GIEC, donc j'ai été vice-président de son groupe scientifique, pendant une quinzaine d'années. Je m'y suis impliqué, plus d'une vingtaine d'années, une dizaine d'années comme auteur des 2e et 3e rapports. Le GIEC se met en place en 88 et en fait, dès, heu, 2 ans plus tard, c'est la convention climat en 4 ans plus tard, le premier rapport, c'est en 1990, le rapport du GIEC et puis, 2 ans plus tard, donc c'est la le sommet de la terre de Rio et disons cet, objectif, qui n'était pas chiffré à l'époque, de limiter le réchauffement climatique et donc de limiter l'effet de serre, de stabiliser l'effet de serre. Cet, engagement, cette, convention climat s'est traduite alors chaque année, elle se réunit, ce sont ces fameuses conférences of parties, ces fameux COP. Alors il n'y en a pas eu cette année, nous sommes à la 26e, elle aura lieu, à la fin de l'année à Glasgow et elle sera importante. Donc elles se réunissent et dès la 3e, en fait, en 1997, eh bien, c'est le protocole de Kyoto, qui, enjoint, disons, qui invite les pays développés à diminuer leurs émissions. En fait, ce n'a pas été un grand succès, en particulier à cause du retrait des États-Unis. À l'époque, George Bush, les États-Unis ne se sont pas, impliqués dans le protocole de Kyoto. C'est un échec, comme a été un échec le second accord, celui de Copenhague, puisque entre, disons, moi j'ai commencé ma carrière scientifique de chercheur en 1968, qu'a commencé ma thèse, eh bien, au cours des 50 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre ont quand même plus que doublé, hein, de 27 à, disons, à 55 ou 58 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2019, un peu moins en 2020 pour une raison assez ponctuelle de pandémie. Donc, ces émissions ont augmenté mais il y a un point important, c'est l'accord de Paris. À l'accord de Paris, on passe d'un objectif qualitatif à un objectif chiffré. Un objectif chiffré auquel j'adhère complètement, c'est-à-dire de prendre des mesures pour que le réchauffement climatique soit limité à bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au pré-industriel, étant entendu que nous avons déjà pris pratiquement 1 degré. Donc, disons 1,5 degré de plus, voire 1 degré de plus au maximum, 2 degrés C. Alors ça, j'y adhère parce que l'idée qui est derrière et qui est celle de nos dirigeants, de nos décideurs politiques, eh bien, elle est effectivement l'idée, elle est que si on y arrive, et j'espère que nous y arriverons collectivement, eh bien, il y a une capacité d'adaptation et en tout cas votre génération, vous pourriez, vous adapter, je dirais, pour l'essentiel aux conséquences du réchauffement climatique. Voilà l'idée, donc j'y adhère. Le problème, c'est qu'on n'est pas, vraiment on n'a pas pris, vraiment la bonne direction. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors l'accord de Paris, c'est inscrit dans l'accord de Paris. L'accord de Paris, donc c'est ouvert, hein, maintenant, donc 1er janvier 2021 et eh bien, voilà, que devons-nous faire entre 2021 au cours des 10 prochaines années? Ça va être des années où beaucoup d'entre vous allez rentrer dans la vie professionnelle. Que devons-nous faire? Eh bien, c'est très bien défini, hein, de façon très claire. Heu, je vais reprendre quelques chiffres, hein, disons les chiffres à peu près de 2019 plutôt que ceux de 2020, on pourra peut-être y revenir. 2019, eh bien, les l'essentiel des enfin une large partie des émissions de gaz à effet de serre sont liées au gaz carbonique, à peu près 37 ou 38 milliards de tonnes directement liées à l'utilisation des combustibles fossiles, 1 à 2 milliards à, disons, à la fabrication du ciment, on ajoute 5 à 6 milliards pour la déforestation, on arrive grosso modo un peu moins de 45 milliards, on y ajoute un peu plus de 10 milliards pour les autres gaz à effet de serre. On est, alors les chiffres peuvent varier suivant les évaluations, allez, un peu plus de 55 milliards d'équivalent CO2. Regardons maintenant en 2030. Si on ne fait rien, si on ne faisait rien, parce que j'espère que ce ne sera pas le cas, si on ne faisait rien, nous pourrions aller vers 70 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Les engagements de l'accord de Paris, et c'est ça le problème, donc ça nous met, si on ne faisait rien, je ne vais pas me répéter, sur 4 à 5 degrés à la fin du siècle.
l'accord de Paris nous met plus aussi autour de 55 milliards. Disons que si les engagements de l'accord de Paris étaient respectés, c'est pas gagné, eh bien, nous irions à peu près, il y aurait grosso modo stabilisation des émissions entre 2020 et 2030. Mais et ça nous emmène sur des trajectoires de réchauffement supérieures à 3 degrés, hein, toujours par rapport au prix industriel. Pour l'objectif 2 degrés, en fait, il faudrait passer vers 40 milliards de tonnes en 2030 et pratiquement diviser par 2 pour l'objectif 1,5 degré. En gros, les engagements de l'accord de Paris ne nous font faire qu'un tiers du chemin en termes de réduction de gaz à effet de serre par rapport à l'objectif 2 degrés, un cinquième du chemin par rapport à l'objectif 1,5 degré. Donc quand on parle de remonter l'ambition de l'accord de Paris, c'est l'objectif actuellement, ce n'est pas à la marge, hein, c'est multiplié par 3 voire par 5 si on voulait avoir des chances de respecter cet objectif 1,5 degré. Alors, et on n'en a pas fini pour autant, hein, puisque naturellement, ça c'est le bon sens, si on veut que le climat se stabilise, eh bien, il faut que l'effet de serre se stabilise, arrête d'augmenter. On parle ici de neutralité carbone, de net zéro émission. Quoi qu'il en soit, cette notion de neutralité carbone, eh bien, 1,5 degré, pour avoir des chances de rester sur 1,5 degré, il faudrait que cette neutralité carbone, peu ou prou, soit respectée à l'échelle planétaire d'ici 2050. Alors, un peu d'optimisme, puisque l'Europe, mais également les États-Unis avec Joe Biden, en tout cas c'est son engagement, ont affiché neutralité carbone à horizon 2050. La Chine, beaucoup d'autres pays également, en fait, des grands pays comme la Corée, le Japon, le Canada, je crois. Il y a plus de 80 pays maintenant qui ont affiché neutralité carbone à horizon 2050, donc disons compatible en tout cas dans l'esprit avec cette idée de maintien du réchauffement climatique autour de 1,5 degré à long terme. Et puis la Chine, elle, a annoncé neutralité carbone en 2060. Alors c'est plus près de la neutralité carbone pour 2 degrés, on pourrait l'envisager plutôt pour 2070, mais il faut absolument cette neutralité carbone et on comprend bien que plus vite on l'aura, mieux ce sera. Mais voilà, donc dans les textes, c'est bien. La difficulté, et c'est quand même cela auquel nous faisons face, et votre génération va faire face, la mienne peut-être un peu moins, malheureusement, on a été un peu égoïste, puisque nous sommes égoïstes collectivement, puisque le monde qu'on vous laisse d'une certaine façon est un monde où on vous demande de vous adapter à un réchauffement climatique. Ça ne sera en tout cas pas si simple que ça, en tout cas dans certaines régions. Et puis, on parle aussi de plus en plus d'émissions négatives, parce qu'on voit bien la difficulté. On parle de neutralité carbone, on oublie qu'il faut aussi, à un certain moment, pomper du CO2 de l'atmosphère. Être en mesure de le faire, soit disons, voilà, il y a des, disons, des méthodes qui sont envisagées, mais on voit bien que c'est égoïste de la part de notre génération actuellement de continuer à émettre de CO2. Les émissions continuent à augmenter, sauf en 2020, elles ont été de 7% inférieures à 2019, mais ce qui nous dit simplement que la seule réduction d'activité n'est pas suffisante pour nous mettre sur une bonne trajectoire, puisque 7%, ce serait à l'échelle planétaire la diminution qu'il faudrait chaque année entre 2020 et 2030. Donc ce qu'il faut absolument, c'est un véritable changement de mode de fonctionnement de nos sociétés. Et c'est cela qu'il faut mettre en œuvre et qu'on a quand même beaucoup de mal à mettre en œuvre parce que au-delà de ces objectifs affichés qui sont en phase avec, je dirais, le message du GIEC, en gros, les politiques demandent au GIEC qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rester autour de 2 degrés, pour avoir des chances de rester autour de 1,5 degré. La communauté scientifique, nous répondons à travers les chiffres que je vous ai donnés. Il y a toute une série de trajectoires que vous pouvez consulter sur les rapports du GIEC ou d'autres rapports. Bien sûr, c'est très clair. Nous sommes quasiment certains que si nous continuons à émettre des gaz à effet de serre en quantité, nous irons vers un réchauffement très important. La difficulté, et j'en terminerai là, et je ferai appel bien sûr, c'est aussi notre problème collectif, eh bien c'est que nous prenons à chaque fois du retard par rapport aux objectifs. C'est bien d'afficher des objectifs ambitieux, c'est le cas de la France. La France maintenant dans cette loi affiche une neutralité carbone à horizon 2050, hein, c'est inscrit dans la loi. Nous sommes en train de travailler sur, enfin disons parce que je suis disons impliqué au CESE dans
sommes en train d'écrire un avis sur le projet de loi, un 3e projet de loi. Il y a eu la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte en 2015, celle de 2018 et maintenant, celle, disons de 2021, qui s'appuie sur, disons en tout cas malheureusement tout à fait partiellement, hein, sur les recommandations des citoyens. J'ai eu la chance de participer, alors de vivre de l'intérieur. Je suis membre du comité de gouvernance, cette convention citoyenne pour le climat, et je pense que les propositions faites par les citoyens sont tout à fait pertinentes par rapport à l'objectif, à la lettre de mission qu'ils avaient, c'est-à-dire, ce n'était pas très révolutionnaire, on demandait simplement aux citoyens que faudrait-il faire en France pour que notre pays respecte ses objectifs inscrits dans la loi. Hein, dans le cas présent, moins 40% d'émissions à horizon 2030 par rapport à 90 dans un esprit de justice sociale, hein, c'est vraiment la lettre de mission que les citoyens ont eue. Voilà, et puis disons cet objectif risque d'être amplifié puisque l'Europe passe à moins 55%. Alors c'est un peu différent parce que c'est en tenant compte des puits biosphériques, mais il faudra quand même amplifier cet objectif d'une dizaine de pourcents. Donc on voit bien là, on est au pied du mur, c'est maintenant qu'il faut agir et disons, sur les domaines qu'on connaît bien, hein, se loger, se nourrir, se déplacer, toute la production, la consommation, on voit bien que dans beaucoup de domaines, les recommandations des citoyens, ont été, clairement édulcorées ou seront édulcorées. Voilà, c'est un véritable changement que les citoyens l'ont bien compris, hein, qu'il faut mettre en œuvre et je sais que vous avez envie d'y participer. Je bien sûr, moi, je suis avant tout un expert, enfin, en tout cas, mon domaine d'expertise, c'est plus d'ailleurs les variations passées de notre climat, mais je m'intéresse aussi, bien sûr, à son évolution future. Mais c'est vrai que il y a vraiment tous ces problèmes sociétaux qui sont extrêmement intéressants et qui me passionnent également et qui nous invitent disons, à aller de l'avant. Ce que je veux dire, c'est que pour votre génération, cette transition, je crois qu'elle est attractive et j'en terminerai là. Elle est attractive à un double titre. D'ailleurs, c'est ce que nous avons essayé de mettre en évidence avec Pierre Laroutourou. Nous avons été avec Pierre à l'initiative de ce pacte finance-climat européen. Donc, avec cette idée disons, il fallait des investissements pour réussir cette transition. Euh, Disons qu'en France, il faudrait 20 milliards supplémentaires chaque année pour réussir la transition. C'est un peu les chiffres que nous avons mis en avant aussi dans cet avis. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que ce qui a été mis sur la table pour lutter contre la pandémie. Et voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faut faire, mais réussir cette transition, eh bien, c'est aussi, je dirais, des créations d'emplois. Au niveau de l'Europe, on parle de 6 millions d'emplois nets nouveaux créés d'ici 2050, plutôt 600 000 à 900 000 en France, d'emplois nets nouveaux. Et puis, c'est attractif dans ce sens où il y a, je crois quand même, à la clé, je suis profondément attaché, mais il faut effectivement que ces innovations, cette recherche s'inscrivent dans une dynamique de lutte contre le réchauffement climatique ou d'adaptation. L'adaptation sera indispensable, mais c'est quand même, disons, je crois, attractif de savoir qu'il faut effectivement beaucoup de recherche, d'innovation et avec à la clé, je crois, je l'espère, des créations d'emplois. Donc, je vous invite vraiment, et c'est, je crois, aussi autour de ce forum, c'est un peu l'esprit disons, à vous impliquer très rapidement, à impliquer tous ceux qui vous entourent, les entreprises qui soutiennent ce forum, bien sûr, je crois, sont aussi proactives à réaliser cette transition, mais pas demain, aujourd'hui. Et c'est ça le problème. On a depuis 15 ans, nous disons que 2020 sera une année charnière, c'est le cas. Il faut absolument que nos émissions, au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial, diminuent, et si possible de façon considérable, entre 2020 et 2030. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un très beau forum, euh, très réussi, et merci à tous ceux qui en sont à l'initiative et qui permettent ces échanges. Merci beaucoup, Monsieur Jouzel, pour ce discours d'ouverture. Nous sommes aussi ravis que vous ayez pu nous accorder un peu de votre temps pour ce forum et c'est un honneur pour toute l'équipe organisatrice de vous avoir comme parrain pour cette édition.
Alors s'il y a 1 ou 2 questions, j'ai un peu de temps, hein. S'il y en a pas, je vous laisse continuer, c'est vous qui je sais pas. C'est Amine qui pose la question s'il y en a une. Ouais. J'ai 2 minutes, allez-y, s'il y en a 1 ou 2, je veux bien le faire. Je vous laisse les lire, ah oui. Ah oui, alors j'en vois une. Alors, est-ce que la raison, alors je vais essayer de répondre à celle que je vois. Est-ce que la raison de votre engagement politique est liée à la conviction que le problème est désormais moins scientifique que politique? Ouais, je pense que c'est un problème éminemment politique, au sens noble du terme. C'est vraiment, je le redis, l'organisation de notre société, l'évolution de notre société qui est en jeu. Donc, on ne peut absolument pas dissocier, on peut absolument pas dissocier le réchauffement climatique, disons, en général, les problèmes environnementaux, des autres problèmes, du dynamisme économique, de la disons aussi je l'ai déjà dit, je vais me répéter, mais enfin de ces problèmes d'inégalité et donc pour répondre à cette question, bon, est-ce que oui, enfin, je pense avoir fait une carrière scientifique, ça m'a passionné, hein, donc je vous engage, j'espère que certains d'entre vous font de la recherche parce que c'est passionnant, mais ça, c'est un message que j'ai toujours. Donc j'ai une bon, en tout cas une carrière scientifique passionnante, mais c'est vrai et disons jusqu'à je dirais que quand on est membre du GIEC, ça a été mon cas enfin du bureau en tout cas, du GIEC, jusqu'en 2015, on a un certain devoir de réserve. On nous demande de ne pas nous engager et effectivement, il y en a qui ont noté que depuis 2015, bon effectivement, je me suis engagé. Je crois que oui, je vais au-delà du simple, disons de la simple, du simple constat du scientifique, j'aime m'engager dans la société. Voilà, je l'ai fait, bah, au niveau européen avec, ce pacte finance-climat avec Pierre Laroutourou. Je l'ai fait, donc j'ai soutenu, Benoît Hamon, dont j'étais le conseiller climat. Ça n'a pas été une grande réussite. On a eu plus de réussite avec Anne Hidalgo au niveau de Paris, donc voilà et je vais continuer certainement, disons à répondre, en fait, je ne le fais pas, c'est disons, c'est les gens qui viennent certaines personnes qui viennent me solliciter et donc voilà. Donc cet engagement politique, pour moi, il est naturel, je me pose pas trop de questions. Je ne l'ai pas fait tant que j'étais vraiment chercheur, membre du GIEC, depuis 5 ans effectivement. Bon, je le fais, voilà, mais je ne le regrette pas, ce que je veux dire. C'est d'ailleurs passionnant et bon, voilà, par exemple, je suis impliqué actuellement, sur la mise sur pied d'un groupe de réflexion sur Paris. Alors on appelle ça GIEC Paris, c'est peut-être un nom, un peu qui n'est pas forcément adapté, voilà et pour vous dire que je m'intéresse aussi à autre chose, je vais vous quitter pour aller, heu, donc voilà. La Cité des sciences de la Villette souhaite ouvrir, une grande exposition de 1500 m², alors une très grande exposition permanente à partir de 2023. Elle ouvrira en 2023, donc à la Cité des sciences de la Villette et c'est un plaisir, donc j'en suis le commissaire scientifique, je viens de l'accepter, ça va être la première réunion que j'ai à la Villette, dans le cadre de ça. Donc on a 2 ans pour préparer cette exposition, voilà. Je reste aussi toujours très attaché à cette mission sur du groupe de travail, sur, disons la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Donc je n'ai les aspects politiques, m'habitent également. Voilà, je vais donc vous laisser, voilà et merci beaucoup. Merci à vous tous, je dois y aller je pense. Bon forum, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir, merci à